Bonjour à tous et bienvenue à cette édition spéciale des grandes entrevues animées par Gabriel Nassif. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de l'histoire de la politique canadienne en recevant Jean Chrétien, le 20e premier ministre du Canada, pour revenir sur ses plus grands exploits et explorer plus en détail sa carrière politique tout à fait exceptionnelle. Né le 11 janvier 1934 dans la ville de Shawinigan au Québec, Jean Chrétien grandit dans une famille modeste composée de 19 enfants. En grandissant dans un milieu ouvrier francophone, Chrétien développe très tôt un intérêt pour la politique et une sensibilité aux réalités sociales et économiques qui touchent les classes populaires. Malheureusement, à l'âge de 12 ans, il est atteint de la paralysie de Bell, une maladie qui provoque une paralysie partielle du visage et qui lui laisse une façon particulière de parler et d'articuler. Mais cela ne l'a jamais arrêté. Déterminé, il poursuit des études en droit à l'Université de Laval et devient un avocat en 1957. La même année, il épouse Aline Chéné, avec qui il aura 2 enfants, France et Hubert. Jean Chrétien entre officiellement en politique en 1963 lorsqu'il est élu député à la Chambre des communes au Canada pour la circonscription de Saint-Maurice-la-Flèche, sous la bannière du Parti libéral du Canada. Il marque le début d'une carrière politique exceptionnelle. Il gravit rapidement les échelons, occupant plusieurs postes ministériels sous Pierre Elliott Trudeau, notamment aux finances, à la justice et aux affaires indiennes. Après une pause temporaire de 6 ans de la politique active pour aller travailler comme avocat dans le secteur privé, il revient en politique et devient chef du Parti libéral en 1990, pour ensuite diriger le pays comme premier ministre de 1993 à 2003. Son mandat est marqué par la réduction du déficit, la défense de l'unité canadienne, la gestion du référendum en 1995 au Québec et des décisions importantes sur la scène internationale, notamment en Afghanistan et en Irak. Sans plus tarder, accueillons maintenant Jean Chrétien pour revenir avec lui sur les moments marquants de sa carrière et mieux comprendre son parcours politique. Monsieur Chrétien, merci d'être avec nous. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a poussé à entrer en politique? Eh bien, la politique a toujours occupé une place importante dans mon environnement familial. Mes parents étaient de fervents partisans du Parti libéral du Canada, ce qui m'a exposé à la vie politique dès un très jeune âge. Enfant, j'ai même participé à certains rassemblements et aidé à distribuer des brochures politiques. De plus, mon père, Willy Chrétien, était machiniste dans une usine de pâte et papier, tandis que ma mère, Marie Boisvert, s'occupait de la maison et de notre grande famille. Grandir dans un milieu modeste m'a fait comprendre très tôt les difficultés de la vie quotidienne. Ainsi, lorsque j'ai décidé de me lancer en politique, c'était aussi par désir de représenter les gens du peuple et d'améliorer leurs conditions de vie. Comment la paralysie de Bell, qui a partiellement paralysé votre visage, a-t-elle influencé votre vie et votre parcours? Eh bien, que voulez-vous? Ça n'a pas été facile, surtout au début. Quand j'ai contracté cette maladie, à l'âge de 12 ans, elle a affecté ma façon de parler et mon apparence, et cela a représenté un défi important dans ma jeunesse. Mais au lieu de me décourager, ça m'a rendu plus fort et plus déterminé. J'ai appris à ne pas me laisser définir par ça. Au contraire, ça m'a donné confiance en moi, et ça m'a appris à persévérer, peu importe les obstacles. En politique, ça m'a aussi aidé à rester proche des gens et à comprendre que chacun a ses propres défis à surmonter. Vous avez occupé de nombreux postes ministériels avant de devenir premier ministre. Quels défis avez-vous rencontrés? En effet, j'ai occupé plusieurs postes ministériels sous le mandat de Pierre Elliott Trudeau, notamment ceux de l'industrie, du commerce, des finances, de la justice, de l'énergie, des mines et des ressources, des affaires indiennes et du Nord canadien, ainsi que du Conseil du Trésor. Chaque ministère comportait ses propres enjeux. Par exemple, en tant que ministre des Affaires indiennes, j'ai notamment supervisé la politique controversée du Livre blanc de 1969, qui proposait d'abolir le statut particulier des peuples autochtones. Ce projet a été fortement critiqué et finalement abandonné. Lorsque j'étais ministre de la Justice, j'ai également participé à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie du gouvernement fédéral pour le rapatriement de la Constitution et l'adoption de la Charte des droits et libertés en 1982. À travers ces expériences, j'ai appris que la politique exige à la fois prudence et écoute. Après votre élection comme premier ministre en 1993, vous avez dû faire face à plusieurs événements majeurs dès votre premier mandat, dont le référendum de 1995 au Québec. Comment avez-vous vécu cette période? Le référendum sur la souveraineté du Québec de 1995 a été sans doute l'un des moments les plus marquants de mon premier mandat. J'ai toujours défendu l'unité du Canada et un État fédéral fort,
m'opposant fermement à la souveraineté de ma province natale, tout en reconnaissant sa diversité culturelle. Mon gouvernement s'est donc impliqué activement dans la campagne du non, mais le résultat fut extrêmement serré. Le camp du non l'a finalement remporté, avec environ 50,6% des voix. Certaines critiques ont toutefois remis en question nos interventions, notamment mon appui à de grandes manifestations fédéralistes et l'emploi de stratégies de communication jugées particulièrement agressives. Mais comme je dis souvent, politics is a game of friends. Même dans les moments les plus intenses, il fallait rester à la fois ferme et diplomate pour conserver la confiance de mes électeurs. Le scandale des commandites a beaucoup marqué votre mandat. Comment l'avez-vous vécu et quel rôle y avez-vous joué? Le scandale des commandites a été un épisode difficile pour mon gouvernement, au début des années 2000. Ce programme avait pour but de promouvoir l'image du Canada et du gouvernement fédéral au Québec à travers des campagnes publicitaires ciblées après le référendum de 1995. Malheureusement, les enquêtes ont révélé que certains fonds publics avaient été mal utilisés, profitant à des agences ou à des membres du Parti libéral au Québec. Je tiens à préciser que je n'ai jamais été impliqué directement. Cela a néanmoins terni la réputation de mon gouvernement, perdant ainsi la confiance de certains de mes électeurs et porté préjudice au fédéralisme, ce qui a été regrettable, mais mon objectif a toujours été de diriger le pays avec sérieux. To be frank, politics is about wanting power, getting it, exercising it, and keeping it. Sur la scène internationale, vous avez été confronté à des choix majeurs, notamment concernant l'implication du Canada en Afghanistan et en Irak. Pouvez-vous nous expliquer les choix que vous avez faits et les raisons derrière ceci? Sur la scène internationale, j'ai toujours cherché à adopter une position indépendante et à agir dans l'intérêt du Canada. En 2002, nous avons envoyé des troupes pour soutenir nos alliés en Afghanistan afin de répondre à une menace directe et de participer à une mission de maintien de la paix. Cependant, j'ai décidé de ne pas participer directement à la guerre en Irak en 2003, surtout parce que le Conseil de sécurité de l'ONU n'avait pas donné son approbation et qu'il n'y avait pas de preuves crédibles concernant des armes de destruction massive. Pour moi, il était essentiel que le Canada agisse de manière responsable et indépendante, même sous forte pression. Après votre départ de la vie politique, comment avez-vous occupé votre temps et quelles causes vous tiennent à cœur aujourd'hui? Après ma démission comme chef du Parti libéral et premier ministre en 2003, je suis retourné travailler comme avocat, mais je n'ai jamais vraiment quitté la vie politique. J'ai participé à diverses conférences internationales, notamment avec la World Leadership Alliance, la Fondation Chirac. J'ai écrit mes mémoires, soutenu plusieurs initiatives philanthropiques et éducatives et fait plusieurs apparences dans les médias. Quelques scandales et certains de mes choix ont été critiqués, mais j'ai toujours agi pour le bien du Canada et je continue à m'impliquer dans les causes importantes. Enfin, pour conclure, après une carrière politique aussi marquante, comment aimeriez-vous que l'on se souvienne de vous et de votre mandat? J'aimerais qu'on se souvienne de mon engagement pour l'unité du Canada et pour un État fédéral fort. J'ai dû prendre des décisions difficiles pour stabiliser l'économie, tout en gardant des programmes sociaux importants. Je veux aussi qu'on retienne mon respect pour nos institutions et mon approche pragmatique de la politique. Mais ce qui m'a toujours tenu à cœur, c'est de rester proche des gens du peuple, même dans les moments les plus compliqués. J'ai toujours voulu rester à l'écoute et représenter leurs intérêts avec détermination et honnêteté. Merci beaucoup, M. Chrétien, d'avoir pris le temps de nous partager votre parcours et vos réflexions. Votre carrière illustre parfaitement l'importance du leadership, de l'engagement et du service envers la population. Vous êtes vraiment une source de courage et d'inspiration pour tous. Ici, Andy Yeh, Radio-Canada. Merci beaucoup, Monsieur Yeh, et merci à tous nos téléspectateurs et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Grandes Entrevues. Bye.